Ce matin, le sujet, ben, ça rentre dans la petite partie mauve qui est dans la cartographie, qui est la gestion des actifs immobiliers. Et j'ai la chance d'avoir avec moi, pour parler de ce sujet-là, trois gestionnaires qui sont là-dedans à pas mal temps plein. C'est pas mal eux autres qui vont voir au quotidien de ces équipements-là. Je vais les présenter rapidement, puis après ça, on va parler un petit peu du contexte, puis ils vont présenter chacun de leurs projets plus spécifiquement. Avec nous ce matin, il y a Patrice Maccabé, qui est directeur général de l'Alphabem. Bon matin, Patrice. Nicolas Legault, directeur général au Centre national de cyclisme de Bromont. Bonjour, Nicolas. Et Dave Coughlin, qui est directeur général adjoint au Sablon. Bonjour, Dave. Bonjour. Avant de vous laisser aller dans la présentation de vos projets, je veux qu'on aborde un petit peu le contexte. Donc, le contexte, c'est qu'il y a quand même un pourcentage important des OBNL qui sont propriétaires de bâtiments. On le néglige souvent, là, mais il y en a. Nous, on s'est rendu compte que c'était pas loin du 17 à 18 des organismes de notre communauté. C'est sûr, les plus gros, là, on va s'entendre, là, qui sont soit propriétaires ou soit gestionnaires. Ça a l'air de rien, mais c'est souvent un grand centre de coûts et un grand centre d'énergie. Ce que je veux dire par énergie, il faut y consacrer beaucoup de temps. Euh, Quand vous arrivez en poste, la gestion d'équipement, c'est souvent absent de votre profil. On s'en est rendu compte là, en jasant avec certains d'entre vous et vous allez avoir besoin de certaines notions. Fait qu'on va, on va peut-être en parler un peu ce matin aussi. On veut ouvrir la discussion pour que vous ayez différentes visions et différentes façons de faire, là. Les trois personnes qui sont là ont des façons différentes de gérer leurs équipements, mais ils ont des équipements très différents aussi. Donc, je vais les laisser chacun à leur tour présenter un petit peu leur projet. Je leur donne un peu de 5 minutes pour nous parler de la naissance, de l'évolution. C'est quoi les grandes étapes pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Et je vais commencer avec mon ami Dave, pas Dave, pardon, je vais commencer avec le Centre national de cyclisme de Bromont. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Donc, vous avez une idée de ce que ça représente. Vas-y, Nicolas, je te laisse nous conter ton histoire. Bonjour à tous. Je me présente, Nicolas Legault, directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont. Évidemment, c'est situé dans les cantons de l'Est. Ça fait une douzaine d'années que je suis directeur général au centre. Juste pour vous mettre en contexte, peut-être un peu, quand je suis rentré au centre, on n'avait pas toute l'image que vous voyez devant vous. Là, on avait simplement un petit bâtiment avec une dizaine de chambres et on était un employé. Alors, dans les 10 dernières années, ça a beaucoup évolué. C'est un projet, en fait, un vélodrome. Pour ceux qui connaissent ça, il y en a déjà eu un au Québec, au stade olympique, et a été détruit en 89. Alors, c'est un rêve québécois qui était présent, en fait, puis j'ai décidé de prendre le défi. Nous autres, on avait un vélodrome extérieur depuis quelques années, un vélodrome qui avait fait les Jeux olympiques d'Atlanta, qu'on avait ramené ici à Bromont après un passage à Walt Disney en Floride. Alors, on est parti de ça, une infrastructure qui était presque désuète, en fait. Il y avait des trous dans le bois, il y avait des enjeux majeurs et on a décidé de prendre le projet et ça a pris pas loin de 10 ans entre les premières idées et la concrétisation du projet, là. Et puis, je peux peut-être rassurer tout le monde. Moi, mon expérience en construction, j'avais construit un cabanon là, dans le passé. Alors, Au moins ça, j'ai au quand moins même, ça. j'ai quand même beaucoup appris à travers ce processus-là. Donc, grosso modo, le projet aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est en opération. C'est un projet qui a coûté 22 millions exactement, qui a été financé une partie par le public, mais une grosse partie par des dons privés. Donc, c'est un peu la particularité du projet. Donc, pendant près de 3 ans, là, j'ai rencontré beaucoup de leaders d'entreprises au Québec et ils ont décidé d'embarquer dans ce projet-là. Donc, plus de 11 millions en dons à travers, si vous vous souvenez, le début de pandémie, des enjeux de main-d'œuvre, enjeux de matériaux. Donc, ça a été un très, très gros défi, mais aujourd'hui, je peux vous dire, on a respecté le triangle que j'appelle, moi, qui est les coûts, la qualité et le temps, la durée de construction. Donc, c'est assez exceptionnel pour un projet au Québec de respecter ces trois éléments-là dans un contexte assez complexe. Donc, voilà. Puis, pour l'organisation, peut-être un enjeu important qu'on a vécu
C'est sûr que c'est une hyper croissance là, rapidement quand on amène un projet comme ça. Donc, je vous disais qu'on était un employé il y a 10 ans, on est maintenant 87 employés, budget d'opération d'autour de 3,5 millions. Et quand j'ai commencé, c'était 80 000. Alors, tu sais, c'est quand même un bon cheminement. Alors, voilà. Puis sinon, ben, les solutions, je pense, innovantes qu'on a utilisées, c'est sûr que toute la communauté, les bénévoles, ça a été la clé du succès de ce projet-là. Juste un petit exemple en commençant, le bois du vélodrome, ça prend normalement euh, 12 à 16 semaines à installer. Et à cause du début de la guerre en Ukraine, le bois, une partie du bois qui venait de Russie, très compliqué d'avoir les matériaux à temps. Donc, on a reçu le bois 6 semaines avant ouverture. On a utilisé toutes sortes de stratégies donc pour faire des chiffres de jour, de soir, de nuit. Beaucoup de bénévoles, des organisations comme Vélo Québec, la Fédération québécoise des sports cyclistes sont venus donner un coup de main pour installer le bois puis visser les 500 000 vis qu'on avait à faire en 6 semaines. Donc, c'était très, très riche en émotions, je dirais. Petite question, Nick. L'équipement, est-ce que c'est l'organisme qui opère la programmation ou si c'est d'autres organismes qui font la location et qui vont opérer les. Très bonne question. En fait, c'est assez particulier. Nous autres, on est propriétaire du terrain, propriétaire de l'infrastructure et opérateur de A à Z. Donc, que ce soit du ménage jusqu'aux activités sportives, jusqu'aux athlètes qui s'en vont aux Jeux olympiques. Parfait. Fait que les programmes, fait que t'as dans ton 87 employés, oui, tu as des gens de maintenance, mais tu as toute l'opération des programmes, la conception des activités, en plus de l'entretien. Exactement. Excellent, merci Nick. Patrice, on va aller à toi. L'Alpabem, conte-nous ça. Oui, ben, bon matin, Patrice Maccabé, directeur de l'Alphabet, mais aussi depuis 3 ans, directeur du CARGRAF, qui est un autre organisme en santé mentale à Laval. Moi, je suis directeur de l'Alphabet depuis 18 ans, donc je suis officiellement majeur. Ben, écoutez, aussi, on a plusieurs projets qu'on est porteurs qui, maintenant, je dirais, qui sont aussi, disons, qui ont autant presque d'impact qu'un organisme communautaire. Peut-être nous, notre particularité, là, si on veut comparer les projets, c'est que nous, on est un organisme communautaire autonome. On est dans le secteur, disons, des services sociaux. Et ben, on est à Laval. Puis peut-être, pas pour contredire Stéphane, mais qu'on soit propriétaire ou locataire, pour moi, on a les mêmes enjeux, en fait. Tu sais, tout ce qui est au niveau de l'entretien, l'optimisation de nos espaces, le coût au pied carré. Pour nous, il n'y a pas vraiment de grande différence depuis qu'on est propriétaire. C'est sûr qu'il a fallu donner un grand coup pour acquérir l'immeuble, mais à partir du moment où l'immeuble répond à nos besoins, c'est sensiblement les mêmes défis à notre niveau. Donc, peut-être pour parler de notre projet, moi, quand je suis arrivé en 2006, on avait un défi d'espace. En fait, je suis arrivé, on avait un petit peu moins de 1000 pieds carrés. Le bail se terminait dès ma première année en poste. Moi, en termes de vision, je disais que je trouvais qu'on avait besoin de 4000 pieds carrés. Le CA me trouvait peut-être soit trop ambitieux ou bipolaire, parce qu'on travaille dans les maladies mentales. Fait que souvent, on se donne des diagnostics, nous autres. Donc, à ce moment-là, on était vers du 2000 pieds carrés, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les espaces locatifs, en tout cas, nous, à Laval, pour un deuxième étage, on est dans le 20 du pied carré. Fait que c'est quand même, ça nous coûte quand même 40 000 par année pour être locataire. On a des frais d'électricité, d'entretien de ménage, donc ça ne change pas grand-chose. Puis, ben, assez rapidement, après un an, on se rend compte que ben, on a encore un déficit d'espace et on a effectivement besoin de 4000 pieds carrés, mais à 4000 pieds carrés, on est rendu déjà à 80 000 de frais de location. Donc, l'idée de devenir propriétaire commence à faire son sens. Tu sais, moi, en fait, comme gestionnaire, c'est pas juste d'aller chercher des revenus, c'est aussi optimiser les dépenses. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, si on devient propriétaire, ben, le coût qu'on va payer pour notre location, éventuellement, bien, il va revenir dans nos poches. On va sauver un 40, 50, 60 000 récurrent qu'on va pouvoir investir dans nos services. Puis surtout aussi, ben, on a un actif. Donc, à la fin, si ça ne fonctionne pas, ben, on peut le revendre puis on récupère nos billes. Donc, à ce moment-là, nous, on déménage 2009-2010 dans un immeuble de 20 000 pieds carrés, puis l'intention, c'est vraiment de devenir propriétaire. On a besoin, nous, juste de 4 000 pieds carrés, mais on se dit avec les revenus locatifs, ça va nous aider à payer l'immeuble. Mais on se rend compte rapidement que les baux sont mal faits, donc c'est sur le plan économique, ça ne marche pas.
Moi, je suis quelqu'un, disons, qui fait confiance à ses intuitions. Moi, je passe sur le boulevard de Laurentides à tous les jours. Puis, il y a un immeuble qui me tombe dans l'œil, me tombe dans le cœur. Puis, à un certain moment donné, je rentre dans l'immeuble. Je vais voir le propriétaire. Je dis, hey, tu serais-tu intéressé à vendre? Puis, de fil en aiguille, ben, avec une petite poignée de main, ben, le deal s'est fait. Je résume, là, c'est que ça a quand même pris du temps. Mais en fait, à ce moment-là, nous, le défi qu'on a, c'est vraiment la mise de fonds. On parle d'un immeuble que le coût est à peu près de 700 000. Puis, il faut quand même mettre un 300 000 de rénovation. Puis, comme organisme à but non lucratif, nous, ben, l'enjeu, c'est entre autres la mise de fonds. Et ben, évidemment, comme au BNL, on ne peut pas accumuler des fonds de façon trop importante. Donc, à ce moment-là, on n'a vraiment pas les liquidités pour faire une grosse mise de fonds. Fait que nous, ça a été vraiment un des gros défis. Heureusement, on tombe sur la famille Steinberg. La ville de Laval veut nous appuyer. Finalement, la famille Steinberg tripe sur notre projet, décide de le prendre au complet, la mise de fonds, donc de nous prêter un 300 000 pour faire la mise de fonds. Puis au moment de signer la lettre, M. Steinberg décède à l'âge de, je pense, 54 ans, 56 ans, donc c'est vraiment imprévu. On était chanceux, nous, on a pu bénéficier à ce moment-là. Les partenaires, on pense à Centraide notamment, c'est vraiment mobilisé avec nous. On était les premiers bénéficiaires de la garantie solidaire, ce qui nous a permis de pouvoir faire cette mise de fonds-là. Donc, aujourd'hui, ben, écoute, on occupe cet immeuble-là de 6 000 pieds carrés. C'est pas juste un projet d'immobilisation. Nous, c'est aussi un endroit où on fait vivre notre vie associative, on loue nos locaux, on partage nos salles avec d'autres organismes. Fait que c'est devenu pratiquement un hub dans la région de Laval. Puis, ben là, on dirige prochainement vers une construction d'un deuxième étage, rénovation du sol. On va déménager l'autre organisme. Donc, on est encore là-dedans, mais disons que l'enjeu de l'immobilisation, c'est vraiment un beau projet, mais en même temps, il faut le voir comme un investissement, puis ultimement, une façon d'optimiser nos dépenses. Ouais, puis je pense que c'est important, peut-être Patrice, de parler que le projet du deuxième étage, ben, c'est quelque chose qui peut exister parce qu'il y a de l'équité dans le bâtiment. Ce n'est pas nécessairement de retourner en financement ou ainsi de suite. Là, fait que vous êtes capable de gérer une croissance interne à partir de l'actif que vous avez. Oui, puis aussi, ben, à un certain moment donné, tu sais, nous, on a passé vraiment par les corridors de prêts institutionnels. Donc, peut-être quelque chose qui est important de bancaire. Là. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que pour les banques, là, pour des prêts, il y a deux critères, en fait. C'est la capacité de payer. Donc, c'est sûr que si vous êtes un organisme communautaire qui se fait donner des locaux, ben, c'est un frein parce que dans le fond, vous ne serez pas capable de démontrer à la banque que vous avez une capacité de payer. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est les organismes qui ont un local gratuit, c'est pratiquement une épine dans le pied. Donc, ça serait vraiment une recommandation. Je vous dirais, prévoyez des coûts d'immobilisation parce que sinon, c'est comme si vous fonctionnez sur un faux budget, si je peux dire ça comme ça. Le deuxième critère, c'est vraiment la réputation du gestionnaire. Donc, moi, j'avais cette chance-là d'avoir eu le temps d'avoir monté ma crédibilité. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais en poste. Donc, j'avais quand même une certaine réputation. Puis eux, ben, ils le voient vraiment comme un investissement. Donc, c'est sûr que s'il y a un roulement de personnel au niveau de la direction, c'est un enjeu. Troisième élément, puis ça, j'ai pu avoir cette information-là parce que j'étais bien accompagné, mais les banques aussi, eux, ils ont peur pour leur réputation. Donc, de prêter à un organisme communautaire, puis que, ben, je ne sais pas, pour X, Y raison, ça ne fonctionne pas. Eux, ce qu'ils ont peur, c'est de se retrouver dans les journaux puis de dire, ah, la méchante banque qui reprend l'immeuble d'un pauvre organisme communautaire. Donc ça, je sais que ça m'a été nommé, là, c'est vraiment une des craintes. Donc, il faut juste être au fait de ces éléments-là. Faut être capable de payer, il faut avoir une certaine crédibilité, être bien accompagné, puis soyez au fait que les institutions financières, ben, c'est sûr que sur le plan médiatique, ils font pas, ils n'ont pas le même poids, disons, dans l'opinion publique si, ils reprennent leur billet, malgré que l'organisation a peut-être mal géré son projet. Merci, Patrick. On va passer à Dave. Dave, tiens, voilà. Le logo, il est le bon, là. Parce qu'il faut Un beau savoir que logo. sur le long, il y a plusieurs choses qui existent, là. Fait que, Oui, je te laisse aller, Dave, nous expliquer tout ça, là. On voit quelques photos, là. bonjour à tous, Dave Coughlin, donc directeur général adjoint de Sablon. Rapidement, Sablon, c'est quoi? C'est le centre Sablon, situé sur le plateau Mont-Royal, souvent connu sous les anciens noms Centre Immaculée Conception, ensuite Centre Père Sablon
et maintenant depuis 3 ans, Centre Sablon. Ensuite, on a l'auberge Le Petit Bonheur dans les Laurentides, au nord de Val-David. Nous, on est propriétaire de ces 2 sites-là et on a un troisième local qui est le pavillon La Fontaine dans le parc La Fontaine, qui est une gracieuseté, en fait, de la ville de Montréal pour notre Ah oui, département de gymnastique élite. oui, ben, le Robin des Bois est là aussi, je pense. Oui, effectivement, c'est ça. OK. Fait qu'on est propriétaire, donc, Centre Sablon et Petit Bonheur, puis on est locataire du pavillon La Fontaine. Parfait, OK. Donc, on ratisse large. On va commencer en disant ça. Au Centre Sablon a 70 ans. Petit Bonheur a 60 ans. En fait, plus de 70 ans et plus de 60 ans. Ça a été fêté dans les 2, 3 dernières années. Euh, Quoi dire? On va commencer avec le Petit Bonheur. Donc, le Petit Bonheur, c'est un 600 acres, en fait. 6 lacs, une dizaine, douzaine de bâtiments, plus des sites de prêt à camper, on va dire, comme yourte, hébertisme, vous le voyez un peu sur la photo, là, quai, et ainsi de suite. Donc, c'est un très gros site, plusieurs bâtiments, euh, qui, dans certaines années, on va dire dans les années 90-2000, peut-être manqué un peu d'amour au niveau des mobilisations. Fait que l'argent a été mis ailleurs dans les services, mais les bâtiments ont été un peu laissés à eux-mêmes pour toutes sortes de raisons financières et de ressources humaines, en fait, pour s'en occuper. Grosse rénovation de l'extérieur de toute la bâtisse de l'auberge qui a eu lieu en 2020-2021. Donc, un projet de tour d'à peu près 2 millions, ce qui a fait beaucoup de bien. Ensuite de tout ça, Centre Sablon a eu une grosse rénovation majeure en 2009. Donc, je vous dirais, tout a été strippé à l'intérieur. La seule chose qui n'a pas été faite, ça a été les installations aquatiques. Fait que ça, c'est les 2 grands projets qu'il y a eu dans les dernières années. Je vous dirais que généralement, on tourne autour de budget d'immobilisation autour de près 500 000 par année, tout inclus, là, les 2 entités incluses, sauf quand il y a eu naturellement la grosse rénovation de l'auberge, comme je disais tantôt, de quelques millions. Cette année, on s'enligne encore pour avoir autour à près 650-700 700 000 d'immobilisation là, dans toutes nos installations. Le prochain projet, la piscine, en fait, les installations aquatiques du Centre Sablon, fait qu'on est là-dedans depuis 2015, en fait. C'est un souhait. La raison pourquoi ça prend du temps, ça a été principalement une question de financement. Mais il y a quelque chose qui est débloqué on va dire, dans la dernière année. Fait que là, on est full gaz, en fait, sur les rénovations des installations aquatiques. Gym Sablon qui a été transformé. Vous voyez, ça, c'est maintenant un gym style CrossFit. Le choix a été fait durant la pandémie, en fait. On avait un gym plus style énergie cardio, Nautilus Plus, grande surface, beaucoup d'appareils. Puis durant la pandémie, c'est déjà quelque chose qu'on discutait un peu avant la pandémie. Là, on n'était pas trop certain de quoi faire avec ça, mais nos revenus descendaient progressivement. Et puis quand la pandémie est arrivée, ça a été l'occasion pour nous de donner un coup de barre. Fait qu'on a tout vendu, puis on a recommencé. Fait que ça a été aussi un gros investissement qui a eu lieu en 2020 chez nous. Quoi dire On d'autre? parle de, Dave, on Oui. parle de quoi comme trafic chez vous, là, dans les 2 installations, là? Combien de Dans les jeunes 2 installations, séjournent? ouais. Fait que dans les 2 installations, on a 300 employés durant la période d'été. Puis on tourne autour d'à peu près 200 durant la période scolaire, on va le dire comme ça. Centre Sablon, on a à peu près 300-350 000 personnes qui rentrent par année pour différentes activités. On fait de la location à d'autres organismes. On est principalement dans le sport et loisirs, là. Donc, on fait de la location pour d'autres organismes de certains de nos locaux, mais on est très indépendant. On marche avec des revenus autonomes. Fait que ça fait Centre Sablon. Auberge de Petit Bonheur, ben, durant l'année scolaire, c'est les écoles qui viennent en séjour. On parle de peut-être autour de 400 visites là, par année, à peu près 400-500, dépendamment de l'année, plus les camps. Puis dans les camps, on a à peu près 300 à 325 jeunes par jour, à tous les jours, à l'Auberge du Petit Bonheur. Même chose au Centre Sablon, le camp de jour d'été, il y a à peu près ça autour de 350-375 jeunes qui passent à tous les jours durant le camp de jour. Fait que c'est quand même des installations là, qui sont centrales. Puis, je suis sûr que Ouais.
sûr que si on poserait la question aux gens qui participent au Sablon, est-ce qu'ils diraient qu'ils pensent que c'est un centre communautaire qui appartient à la ville ou ils sont vraiment conscients qu'ils sont dans un organisme indépendant? Je pense qu'ils sont très conscients parce qu'on leur dit. On ne gêne pas pour le dire parce qu'on est quand même fiers de tout ce qu'on accomplit, puis on est très autonome. Fait que c'est facile. C'est un bien et je ne dirais pas que c'est un mal, pas du tout. On est vraiment autonome dans tout ce qu'on fait. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage, autant notre système d'inscription, notre ménage, nos choix d'immobilisation. C'est tout à l'interne que c'est fait. Il n'y a personne qui nous met des bâtons dans les roues, en fait. Fait que ça, c'est un gros, gros avantage, autant au Centre Sablon qu'au Petit Bonheur. Ce qui nous manque, c'est naturellement, comme partout, c'est une expertise bâtiment. Fait que ça, c'est le sujet du jour, là. Fait qu'on se Oui, démène. c'est C'est ça. Fait qu'on justement trouve la des solutions prochaine comme on question. peut. C'est exactement. C'est ça. Tu arrives, là, je vous ai laissé présenter le projet, j'ai quelques questions. Puis juste un petit rappel, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question dans le chat, mais ils me l'ont envoyé directement. Là. Ce qu'on fait aujourd'hui va être enregistré, est enregistré. Fait que vous allez pouvoir le réécouter ou le transférer à d'autres gens, ou peut-être à vos patrons, aux collègues, à vos conseils d'administration, si vous voulez. Là. D'ici quelques semaines, ça va être sur notre chaîne YouTube, là, sans problème. La première question que j'ai pour vous, messieurs, comment vous êtes organisés à l'interne pour les différentes tâches là, qui entourent la gestion du bâtiment? Tu sais, le ménage, l'entretien mécanique, les aspects réglementaires, est-ce que c'est la même personne qui gère tout? Est-ce que c'est divisé sur plusieurs personnes? Comment ça fonctionne, là? Puis Nick, je recommencerai avec toi, parce que je me doute que c'est une gestion un petit peu plus complexe, là, à cause de la grosseur des infrastructures. Ouais, ben moi j'aime beaucoup ça faire du ménage, donc je dirais que ceci étant dit, on s'est équipé là. En fait, notre stratégie, parce que évidemment, dans la dernière année, là, il y a eu une transition majeure. On avait une compagnie qui s'occupait de notre ménage avant à l'auberge. Maintenant, avec le nouveau centre sportif, là, on ne se sentait pas capable dans la première année de prendre ça en charge. Donc, on a engagé une compagnie qui nous a aidé à partir. Je dirais qu'on était plus ou moins satisfait parce que, tu sais, un centre sportif, là, je pense qu'on va pouvoir en entendre d'autres commentaires tantôt, mais ça demande, tu sais, je veux dire, t'es couché à terre dans un coin, fait que ça demande un ménage qui est vraiment plus important. Donc, présentement, on est en train de faire une transition, là, on a nos trois premiers employés en entretien ménager. Donc, on est en train de faire une transition et on voit tout de suite la différence marquée financièrement, parce que je veux dire, ça nous coûtait à peu près 100 000 de ménage avec l'entreprise. Donc, avec trois employés, ben, ils ne sont pas à temps plein, là, ça coûte déjà moins cher du ménage et la qualité est plus là. Donc, c'est un peu notre stratégie qu'on a décidé de faire de notre côté. Puis pour le restant, l'entretien mécanique, puis tout ce qui est. C'est sûr que là, toi, tu as un bâtiment neuf, fait que ce qui sort, c'est pas des dommages, c'est des choses qui ont peut-être été mal conçues au début, là. Donc, Oui, mais c'est quand même important de bien partir un bâtiment, là, je dirais. Je veux dire, puis honnêtement, c'est pas parce que c'est neuf que ça brisera pas. Puis c'est important d'avoir, bon, premièrement, d'apprendre à connaître son équipement. C'est assez complexe, là. On a une douzaine d'unités de ventilation, là, juste cette partie-là, tu sais, changer les fils de quelle façon. Donc, moi, je m'occupais personnellement de l'entretien dans l'ancien bâtiment là, avec une petite équipe. Je viens d'engager un directeur aux infrastructures qui vont faire tout le volet maintenance préventive. Donc, puis ça va prendre probablement 2 ans là, pour être capable de tout noter nos appareils et quand il faut faire les maintenances. Donc, c'est normal de peut-être pas avoir ça au jour 1. Ceci étant dit, on prend des notes, puis c'est important de bien répertorier pour, dans 2 ans, ben, on sache que tel filtre, c'est à tel moment, puis ainsi de suite, là, jusqu'au lavement des drains extérieurs, là. Puis l'entretien des infrastructures aussi, je n'ai pas parlé, mais on a quand même un site extérieur de 20 acres, donc tout ce qui est entretien et sécurité des ponts, des sauts en vélo, de la piste de BMX. Donc, tout ça, ça fait partie de notre maintenance préventive. Donc, c'est un très, très gros dossier. Donc, c'est pour ça que j'ai embauché une personne là, 3 jours semaine qui est un ingénieur, en fait, qui est en train de nous monter cette partie-là. excellent. Ouais, ben, on le voyait dans la photo tantôt, là, le site de BMX, en termes de pieds carrés, c'est quand même assez grand, là. Mhm. Dave, toi, tu disais 70 ans, 50 ans. Là, fait que la séquence de changement des fils, elle devrait être inscrite depuis longtemps, là. Mais comment ça fonctionne? Surprenamment, pas tant, non. T'as pas de réponse, là? J'ai décidé de mettre Non, à la c'est porte. ça. En fait, nous, on a deux fonctionnements. Nous, on a des équipes à l'interne qui s'occupent d'absolument tout, c'est-à-dire Petit Bonheur, on a une équipe, on a une coordination services et bâtiments et entretien. Fait que c'est une coordination qui gère une équipe d'entretien pour tout ce qui est ménage de tous les bâtiments
Puis, sous cette personne-là, il y a aussi tout le service, ce qu'on appelle, nous, le service technique, donc tout est extérieur. Fait qu'on différencie un peu l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est sous un même OK. chapeau. Avant, oui. Appelle-moi Dave, tu as des chambres là-dedans. Fait que c'est du Oui, oui, ménage que on a tu fais. 200 chambres à l'auberge, on a Hmm. 200 chambres dans les deux genères, fait qu'on a 400 chambres là, total, exactement. Plus les sites, comme on disait, extérieurs prêts à camper, là, qui ne sont pas comptés. Avant, on avait deux gestions, c'était deux coordinations différentes, l'entretien et le service technique, qui se parlaient. Et le choix a été fait l'année dernière pour X raisons, de mettre tout ça sous le même chapeau. Puis honnêtement, ça a été un très bon choix parce que là, maintenant, on a la même paire de yeux qui voit l'intérieur et l'extérieur avec deux équipes différentes, mais ça fonctionne vraiment mieux là, d'avoir centralisé un peu cette information-là. Euh, Fait que ça, c'est au petit bonheur. Fait qu'on fait tout de A à Z. Et au centre Sablon, c'est sous la direction. On a une direction du bâtiment qui est un peu notre gestionnaire homme à tout faire. Celui qui, on va dire, qui rentre dans les murs puis qui connaît la mécanique en arrière de tout ça. Puis on a une coordination bâtiment et santé et sécurité au travail qui, lui, s'occupe de tout ce qui est l'entretien, ménage, puis le déplacement de matériel, par exemple, dans les différents locaux. Fait que ça, c'est comme ça que ça fonctionne au centre Sablon. Puis au pavillon La Fontaine, ben ça, c'est pas de notre ressort. Fait que nous, on fait des demandes à la Ville de Montréal, puis c'est la Ville de Montréal qui gère son ménage puis l'entretien du bâtiment là, au pavillon. Parfait. Patrice, on t'a vu, c'est toi qui changes les filtres, on t'a vu sur le toit du bâtiment. Fait que, Ouais. on Ben, c'est part sûr que comme c'est ça. un projet plus modeste dans le sens où, tu sais, nous, on a un 6 000 pieds carrés. Au niveau de l'offre de service, pensez à un bureau de psychologue, là. Donc, on a des salles de rencontre en individuel, des formations. Donc, le flow est beaucoup moins important. Par contre, ça reste. C'est pour ça que moi, je fais le comparable. Si vous êtes locataire puis que vous êtes propriétaire, en tout cas, moi, dans ma réalité, parce que je suis directeur d'un autre organisme, soit on a un 6 000 pieds carrés, puis comme locataire, on est responsable quand même des travaux à l'intérieur. Fait que quand il y a une fuite d'eau, j'appelle un plombier, problème électrique, j'appelle un électricien. Donc ça, pour moi, au niveau de cette réalité-là, il n'y a pas de changement. Au niveau des coûts, il n'y a pas de changement. Donc, ça, c'est comme une réalité de base. Sinon, au niveau de l'entretien, un peu la même logique. C'est juste une autre la différence, vu que c'est un petit peu moins de pieds carrés, peut-être que mes deux homologues, ben nous, on a tout. Le fait de devenir propriétaire, c'est une opportunité pour nous de donner des plateaux de travail à des personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Fait que comme dans nos valeurs, il y a comme une certaine cohérence où on dit, ben, pourquoi ne pas donner des opportunités d'emploi avec des gens qui n'en ont pas? Donc, nous, par exemple, l'entretien ménager à l'Alpamem, si c'est une personne qui a un enjeu de santé mentale, on peut passer via des programmes de subvention qui viennent leur donner un revenu supplémentaire, par exemple, à leur aide sociale comme propriétaire, on est beaucoup plus tolérant, mon équipe. Donc, il y a quelque chose dans la valeur humaine que nous, on a une petite valeur ajoutée là-dedans. Sinon, ben, tout ce qui est comme l'inspection du bâtiment, tu sais, nous, on a fait vraiment inspecter notre bâtiment. On a des travaux prévus. On a des fonds affectés qui sont prévus aussi annuellement, là, qu'on se met une réserve là, immobilière. Là, il y a un pourcentage, le minimum qu'on doit prévoir. Là, mais moi, c'est 1 à 2 %. Ben, sinon, ben, il y a toujours le fameux déneigement. Je ne sais pas vous autres les gars, là, mais tu sais, moi, dans mon cas, juste le stationnement, c'est quand même des frais importants. On parle d'à peu près un 3 000 à 4 000 par année. Ben, écoute, il n'y a pas de neige, fait que ça coûte quand même 3 000 à 4 000. Puis, là, en ce moment, avec la neige, souvent, c'est plus les espaces comme les marches qui est comme, je vais prendre le terme, pain in the ass, parce qu'ils vont charger pratiquement le double, le triple d'une gratte parce qu'il n'y a personne qui veut pelleter. Fait que moi, j'utilise l'application Go Rush, là. Je ne sais pas si vous connaissez dans la région de Montréal. Montréal-Laval, ça fonctionne assez bien, là. C'est un peu un Uber de pelleteux. Donc, Attends, un Uber de pelleteux. ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, il y a des gens qui peuvent venir travailler, tu cales ton Uber de pelleteux, il y a quelqu'un qui s'en vient, qui vient déneiger tes marches, puis là, ben, à ce moment-là, c'est beaucoup plus économique pour nous. Donc, sinon, ben, c'est ça, on va utiliser les. Mais j'aime bien aussi l'idée de bien connaître son immeuble. Moi, c'est ça, je monte sur le toit, je veux comprendre la plomberie, puis je pense que comme DG, on fait la même chose au niveau de la ressource humaine, on fait la même chose au niveau de la gestion financière de notre immeuble. Moi, je veux absolument comprendre mon immeuble. Donc, tout le filage, par exemple, réseau, là, ben, je l'ai réfléchi aussi. Puis, je pense qu'à partir du moment où on met notre immeuble aux normes,
au niveau de la qualité, après ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à gérer que si tu laisses les choses se dégrader. Ouais, ce que j'entends aussi, Patrice, c'est qu'il y a un grand coup à donner quand on prend l'occupation, là. Tu sais, Nick, il a bâti ça en neuf. Ouais. Mais toi, tu es arrivé. Je vais peut-être le dire aussi, c'est un ancien magasin de sport, là. C'était pas des bureaux qu'il y avait là, là. Ben, Fait que c'est je une pense. ancienne case pop. Ah C'est oui, le c'est vieux vrai. magasin de sport, ça sentait un peu le cani. Moi, en bas, là, c'est pas encore rénové, là. Il y a encore la salle du CA où c'était marqué salle de fumoir, là. Fait que tu rentres là-dedans, ça sent encore quasiment le cigare, là, tu sais. Puis bon. Mais en tout cas, c'est un beau projet, je pense. Il faut voir moi, je vois vraiment, si on veut donner du pouvoir aux organismes communautaires, je pense qu'une des façons, c'est de prendre la rue, mais physiquement. Puis je pense qu'on est les futures nouvelles églises. Moi, je pense que les organismes communautaires, on devrait occuper l'espace public. Puis un peu comme les églises, à un moment donné, ben, ça devient un espace qui est ouvert à la communauté, puis qui est un don à la communauté, hein, parce qu'à la fin, l'immeuble appartient à la communauté. Donc moi, ça a beaucoup de valeur d'être propriétaire. Tu as tout à fait. D'ailleurs, on va parler des aspects financiers. Je suis curieux de vous entendre sur comment vous prévoyez le tout. Tu sais, ça marche comment la réserve d'entretien, les fonds d'immobilisation? C'est-tu des pourcentages que vous mettez? Comment vous allez financer les améliorations? Dave, je commencerai avec toi parce que tu as quand même des équipements dans ton cas, toi, qui sont relativement. Je pense entre autres au Petit Bonheur, là, ça date, là. Ça date effectivement. En fait, c'est ça. Tantôt, on mentionnait le plan de prévention. C'est quelque chose qui a été mis en place, on disait, ça fait 70 ans, mais ça fait quand même juste 3-4 ans que ce plan-là a été mis en place officiellement quand on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se trouve un moyen justement pour arrêter d'être toujours dans l'urgence. Fait que ça a été un gros changement. C'est un plan qui a été fait sur les 25 prochaines années au niveau de la prévention. Fait qu'on sait, comme mes collègues, là, on change les filtres, mais nous, faut vérifier les fondations de tel chalet, il faut vérifier le toit de telle autre affaire. Même chose pour les installations du centre Sablon. Là. Puis, On a 2 chauffe-eau, exemple, pour les installations aquatiques. Fait que ça aussi, il faut les vérifier. Là. si je ne me Oui. trompe pas, en plus, en tant que propriétaire d'un camp de vacances, tu es responsable aussi de ton système d'eau, Oui. autant l'évacuation sanitaire que Oui, le système d'eau. Là. Pour avoir fait ça, nettoyer des conduits sur une base de plein air, j'ai déjà fait ça. Là. J'ai absolument. promené avec 8 gallons d'eau de Javel partout sur le site. Là. Fait que, Oui, on n'en parle pas, mais effectivement, il y a les bâtiments, mais il y a aussi ça, l'eau potable, puis les champs d'épuration. Fait que ça, c'est l'enjeu du centre Sablon, qui est on va dire l'enjeu, comme je disais, c'est les installations aquatiques. Le petit bonheur, le prochain enjeu, c'est les champs d'épuration, là, qu'on est dû justement pour faire un déplacement de tout ça. Je voudrais même qu'on est overdue depuis plusieurs années. Puis ça, c'est un gros projet avec des permis au gouvernement et tout ça. C'est très, très complexe, mais on est là-dedans, effectivement. Ouais. puis, est-ce que tu vas chercher de l'aide externe pour ça? C'est des consultants qui vont vous aider parce que Définitivement. Oui. Nous, c'est définitivement. un peu ça. Tantôt, Patrice disait, il n'y a rien de mieux que de se mettre le nez dans le bâtiment. Je suis, honnêtement, je veux dire, je suis 99% d'accord dans la mesure où est-ce que pour le 1% des gens qui ne comprennent pas, puis qu'on a beau leur expliquer c'est quoi un bâtiment, puis que c'est pas nécessairement dans leur corps de comprendre tout ça, il faut aller chercher un aide externe. Nous, les aides externes, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut chercher un aide externe, le top du top. Nous, on a été avec notre réseau, tout simplement. Si je reviens par exemple au centre Sablon pour la piscine, on fait affaire avec une firme d'ingénieurs qui nous pose des questions, mais on ne sait pas trop si on répond de la bonne façon ou si on a vraiment la vision globale. Fait qu'en parlant avec des collègues de d'autres centres communautaires qui ont fait des rénovations piscines, on s'est fait conseiller une personne qu'on a seulement pris en consultant externe, puis que lui pose des questions à notre place parce que lui, il a vécu des piscines. Fait que OK. c'est un consultant qui a payé à l'heure, mais nous, ça nous aide énormément parce qu'il pose des questions qu'on n'aurait jamais pensé parce qu'on n'a jamais fait ça. Ça n'a jamais été notre expertise. Fait qu'on apprend de ça beaucoup. Même chose au petit bonheur. On fait affaire avec un consultant externe qui, justement, est là, qui vient faire les tournées avec notre équipe de services techniques, qui dit la prochaine fois, n'oubliez pas de regarder ça, de regarder ça, de regarder ça. Fait que ça forme notre coordination pour qu'éventuellement, ils peuvent faire eux-mêmes ce genre de réflexion-là, puis d'aller un petit peu plus loin. Puis ça, honnêtement, ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est sûr qu'au début, il fallait qu'on aille se chercher quelqu'un d'externe. Mais la philosophie, c'est-à-dire, ah, on ne va pas payer quelqu'un pour nous aider, on va essayer de faire ça tout seul. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça a été excessivement long avant qu'on commence à mettre les 2 pieds dedans puis qu'on avance. C'est qu'on se disait, on n'a pas d'argent à mettre là-dedans, on va le faire tout seul. Mais honnêtement, non.
quelqu'un qui n'a pas vécu là-dedans, puis il y en a beaucoup des collègues directeurs généraux que eux, du bâtiment, là, puis j'en suis le premier. Le bâtiment, là, je suis désolé, mais c'est vraiment pas le corps de mon cerveau, là. Fait que moi, je m'entoure de consultants, puis j'apprends de ça progressivement. Puis ça fonctionne très bien. Puis c'est vraiment pour nous de l'argent bien investi, définitivement. Oui, parce que sinon, tu sais, un dépassement de coût sur un chantier, ça dépasse plus vite que juste le coût d'un consultant, là. Puis il y a un D'accord. dépassement de coût, puis il y a aussi l'explication qu'il faut donner à notre conseil d'administration. Moi, si j'ai un dépassement de coût dans un certain projet X, moi, je vais essayer de l'expliquer, mais étant pas expert de bâtiment, d'immobilisation, de champ d'épuration, c'est très difficile pour moi de donner des arguments qui sont tenables devant mon conseil d'administration. Et c'est là que mon consultant, lui, il dit non, non, pour telle raison. Puis comme ça, tout le monde a l'heure juste sur ce qui se passe, puis il est en mesure en plus de nous donner des solutions potentielles. C'est sûr qu'à la fin, c'est nous autres qui décident. Mais au moins, c'est lui qui nous donne l'option A, B, C, D avec les pour et les contre de chacun. Fait que nous, on prend une décision en connaissance de cause. Mais pour nous, ça nous aide énormément, là. Nicolas, toi, c'est un équipement relativement récent, fait que tu as peu d'historique relié à comment vous avez planifié cette partie-là financière sur qu'est-ce qu'on va garder comme argent, qu'est-ce qu'on va accumuler pour l'entretien, puis ainsi de suite. Là, vos Oui. hypothèses sont basées sur quoi? Écoute, moi, je retiendrai tantôt, Patrice disait quelque chose d'intéressant, puis je pense que c'est important comme directeur général de très, très bien connaître son bâtiment. Moi, je me suis fait un devoir. En fait, j'étais à tous les jours sur le chantier. Donc, les risques sont aussi présents que ce soit une rénovation ou un vieux bâtiment ou une nouvelle construction, puis même des fois encore pire parce que souvent on rentre dans un appel, nous autres, ça a été un appel d'offres public, donc au plus bas soumissionnaire, et il y a une équipe qui est formée, qui ne se connaissent pas nécessairement, donc c'est important, je pense, en tout cas, le rôle que moi j'ai pris, que je pense qu'il est un bon succès, c'est d'essayer d'être rassembleur pour l'ensemble des disciplines, de mettre tout le monde ensemble qui se parle puis qui se parle bien sur un chantier. Un chantier de construction, ça peut très, très bien aller. Puis le monde, en bout de ligne, ben, ils peuvent être aussi sensibles à votre mission, là. Moi, je me souviens encore quand on faisait le montage d'acier, les monteurs d'acier, ils venaient ici pendant les camps d'été, prenaient des photos des jeunes qui faisaient des jumps dans le bois, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a eu tout cet engouement-là, puis cette communauté-là qui s'est impliquée, ce qui fait en sorte qu'on était capable de respecter des budgets. Et encore aujourd'hui, ben, qu'on a développé une communauté de professionnels. Exemple, tu sais, notre électricien, ben, c'est un gars de vélo, tu sais, fait qu'il il vient ici, mais on a une attache qui est plus que juste de service, qui a un sentiment que ça aille bien pour notre organisation. Donc, on a créé une communauté de professionnels autour de nous de cette façon-là. J'aurais le goût de donner deux statistiques. Techniquement, quand on a un nouveau bâtiment puis qu'on pense dans 10, 20, 30 ans remplacer la toiture, ben, il faut avoir un fonds de prévoyance par rapport à ça. Les bonnes pratiques que j'ai entendues dans un milieu universitaire, c'est que les autres mettaient 2% de côté à chaque année de la valeur du bâtiment. Ah, Évidemment, moi, je regarde ça après un an d'opération. Ça va être, tu sais, pour un bâtiment de 20 millions, de mettre 400 000 de côté. Bonne chance, honnêtement. Fait que moi, je suis allé avec une stratégie un petit peu différente, là. Dans le fond, je me suis pris. Déjà, si je suis capable de faire 0,5%, donc un 100 000 par année, je me dis que donc, bon, dans 15 ou dans 10 ans, quand ça va être le temps de faire un investissement majeur, ben, je vais aussi essayer d'aller chercher le même support que j'ai reçu pour la construction, donc à peu près 50% pour régler mes enjeux prioritaires. Donc, c'est un peu la façon qu'on s'y prend. Évidemment, on avait une expérience là, d'un petit bâtiment avant. On a resté économe, là. Moi, nous autres, notre budget d'opération en immobilisation, là, c'est à peu près 150 000 par année pour 150 000 visiteurs. Fait que c'est le fun. C'est à peu près entre les deux, là, entre Patrice et Dave, là, au niveau de l'ampleur des travaux. je vois le temps qui file, il nous reste 15 minutes. Ça va vite, une heure, hein, vraiment, là. Je suis curieux de connaître le rôle de votre conseil d'administration dans cette gestion-là. Parce qu'on s'entend, là, on est dans une gestion très opérationnelle. On a les cas de figure de conseil d'administration qui vont vouloir faire de la microgestion ou complètement l'inverse, ceux qui s'en mêleront pas. C'est où l'équilibre, puis comment vous autres vous l'atteignez? Puis Patrice, je vais commencer avec toi. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu rire, mais peut-être juste dans le storytelling. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à l'Alphabem, je pense qu'on avait passé comme 4 CA, là, fait que un petit peu plus que la moitié de l'année, à faire la démonstration du plus-value d'acheter un photocopieur versus un autre. Là, on est en 2006-2007, là, fait que je m'étais battu avec mon CA
pour essayer de faire acheter un photocopieur puis de montrer la valeur ajoutée d'être autonome dans la production de nos documents. Tu sais. Fait que moi, ça m'a marqué. C'est ça qui est un peu Ouais. l'ironie de la chose. C'est comme 3 ans, 4 ans plus tard, on déménage pour acheter une bâtisse de 20 millions à peu près. Quand je parlais de la première exemple, là, on avait comme 20 000 pieds carrés. Puis ça s'est fait en 2 CA, tu sais. Donc, ben, dans le fond, nous, on a travaillé aussi en 18 ans là, la qualité des administrateurs qui se sont impliqués, puis leur expertise c'est beaucoup amélioré, puis les besoins de l'organisation ont évolué. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a plus cet enjeu-là parce qu'effectivement, autant, puis j'aime bien le commentaire aussi de Dave, là, d'aller chercher à l'intérieur soit de son CA, à l'intérieur de ses membres, il y a toujours des gens qui ont des expertises, puis là, tu peux les solliciter comme consultant pour avoir un petit avis externe, ou à la limite d'élaborer des questions très pointues sur les fournisseurs que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est super rassurant pour le conseil d'administration, nonobstant la hauteur du projet. Donc, ça, je pense que c'est une façon de faire. Puis à la fin, tu sais, je pense que le monde, ils savent compter, là. S'il est capable de faire une démonstration que sur le plan financier, c'est un projet qui est viable, ben, les gens vont embarquer. Mais c'est sûr que le dossier doit être bien présenté, préparé. Puis pas préparé, ça se passe beaucoup avant le conseil d'administration. Donc, tu sais, moi, le prochain projet là, de construction, nous, il n'y a pas de bon sens sur le plan financier. Construire le 2e étage, rénover le sous-sol, là, on est presque à 4 millions. Quand ça nous a coûté, il y a 5 ans, 6 ans, mettons 1 million pour 6 000 pieds carrés, là, ça nous coûte 4 millions pour 4 000 pieds carrés. Ça, sur le plan économique, ça ne marche pas parce que si je loue au pied carré, ce n'est pas un projet rentable si on était une entreprise privée. Fait que c'est pas plus rentable si on était dans un organisme à but non lucratif. Fait qu'on sait qu'on n'aura pas les prêts. Fait que ça, c'est pas très compliqué, là. Je peux pas défendre ce projet-là. Puis mes comptables sur mon CA, ils comprennent très bien aussi. Donc, on cherche de nouvelles stratégies. Il faut juste savoir que comme organisme à but non lucratif, il y a beaucoup de leviers actuellement, en tout cas, nous, dans la région, là, pour venir couvrir certains frais. Là. Nous, on a ramassé un 150 000 assez rapidement pour aller chercher, faire une étude de faisabilité puis d'entamer des travaux de rénovation. Le signal aussi, c'est qu'il y a d'autres montants aussi, très généreux en fait, pour des projets ponctuels. Donc ça, c'est quand même des leviers qui sont super intéressants pour les organismes qui voudraient s'engager sur cette voie-là. Il y a des produits de financement, entre autres les obligations communautaires, qui sont arrivés dans les 7-8 dernières années qu'on n'avait pas à l'époque là, nécessairement là, pour être capable d'aller chercher de la dette, même au niveau des particuliers. Là. L'écosystème financier autour des OBNL a changé depuis 10 ans là, pour les immobilisations, j'entends, là, assez majeur. Là. Toi, tu as parlé de garantie. Peut-être expliquer, tu as parlé de garantie solidaire tantôt, là, peut-être expliquer aux gens c'est quoi, là, puis comment vous l'avez vécu. Là. Ouais, ben, dans le commercial, en tout cas, à l'époque, là, nous, notre projet, je donne des chiffrons, coûtait 1 million avec les rénovations. Souvent, les institutions financières, les banques vont demander une mise de fonds d'à peu près 30 Donc, nous, on avait besoin d'un 300 000 de mise de fonds sur un projet d'1 million. Évidemment, on n'avait pas accumulé 300 000 de revenus. Donc, la garantie solidaire, en fait, c'est que c'est des fondations qui se mettent ensemble pour, nous, en fait, c'est la fondation Saputo, puis Mécano. Il y en a une troisième, là, j'oublie le nom, mais c'est correct parce qu'il n'était pas partie du projet, fait que c'est pas grave si je le nomme pas. C'est pas grave. Mais en fait, c'est qu'ils sont mis ensemble, ils nous ont prêté 150 000 chaque, puis dans le fond, nous, on paye seulement un pourcentage, 1% d'intérêt, donc 0,5 chaque. Par année pour cette mise de fonds-là. Puis après 5 ans, donc l'année prochaine, on ne paiera plus ce pourcentage-là. Ben, parce qu'on a commencé à payer notre hypothèque. Donc, ça fait en sorte que là, on n'aura plus ce point de pourcentage-là. Fait que ça, c'est une façon de venir faire la mise de fonds. Fait que c'est vraiment un nouvel outil qui est apparu à peu près 5-6 ans. Là. Vraiment, le timing avait été parfait pour nous. Puis maintenant, ben, c'est disponible. Ça, c'est la Caisse d'économie solidaire des jardins. Ils travaillent aussi avec le chantier d'économie sociale. Puis j'ai oublié un autre partenaire. Donc, il y a vraiment des prêts Il y avait, patients aussi. il y avait Fondaction, Filaction, qui est la filiale de Fondaction avec le Fonds de solidarité, puis Desjardins qui avait constitué un fonds de plusieurs millions là, pour faire de la garantie solidaire aussi Mhm. Fait que Filaction, dépendamment des programmes, en fournit encore. Puis maintenant, Investissement Québec, entre autres dans les projets touristiques, là, je ne sais pas si Dave, tu le savais, là, mais dans les projets touristiques, ils vont en faire, puis tout ce qui est économie sociale aussi. Là. Ils vont faire de la garantie solidaire chez Investissement Québec. Là. Je peux rajouter aussi actuellement Centraide, là, je ne me souviens plus c'est quoi le fonds, mais c'est Centraide qui est derrière là-dessus, qui peut aussi
faire des prêts pour, mettons, si vous voulez faire une étude de faisabilité, développement de projet, l'accompagnement, ça, il y a vraiment des prêts. Puis, à la limite, si vous n'êtes pas capable de le rembourser, même ça devient un don à un certain moment donné, là. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de leviers actuellement. Mais ça demande du temps, de la recherche, du travail. Fait que, évidemment, vous êtes tous et toutes pas occupés, là. C'est ça le défi, c'est le temps, hein. On est tous occupés. Fait que c'est une petite blague, là. Donc, faut trouver ce temps-là. Fait que pendant Ouais. que tu es là-dessus, qui fait quoi, faut déléguer aussi. Nicolas, toi, ton conseil d'administration, son rôle dans tout ça, ça ressemble à quoi? En fait, je pense que c'est évidemment quand on lance des projets, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'intérêt. Ceci étant dit, ils m'ont fait très, très confiance. Donc, je faisais un rapport, évidemment, des éléments de construction, puis ils sont très présents, évidemment, quand le financement arrive. Ceci étant dit, il y a plusieurs de mes membres du conseil d'administration qui sont aussi clients, mais ils me rapportent, et je pense qu'ils ont su à travers le temps de jouer de bien leur rôle, puis de dire, ben, c'est pas leur job de dire, hey, telle place est sale, ou, tu sais, je veux dire, ils vont amener les éléments importants, puis me laisser dans mes opérations travailler. Évidemment, s'il y a des bugs majeurs, je vais me le faire dire, mais ils sont très respectueux. Puis je pense que ça, c'est, comme Patrice l'a dit, c'est une évolution parce que quand on gère un actif de, je sais pas, 1 million, puis après on gère un actif comme aujourd'hui de 35 millions, faut le faire de façon progressive. Puis le conseil d'administration, il faut le faire aussi progressif. Fait que moi aussi, quand j'ai lancé mon projet au tout début, en toute honnêteté, je suis parti avec un budget de 2 millions, puis que ça évolue avec le temps. Mais quand on a eu des experts qui ont rentré puis ont dit, hey, ça va être 17 millions, je peux te dire, mon conseil d'administration a vraiment backé là-dessus, puis on dit, non, non, ça n'a pas de bon sens, on ne fera jamais ça. Mais tranquillement, avec les années, puis avec les sécurités que je suis allé chercher de financement, à un moment donné, tout le monde a embarqué, puis c'est là que ça a été intéressant. Mais je pense qu'il faut avoir une progression autant au niveau des membres que la conception aussi, puis de sécuriser notre conseil d'administration qui est là pour le bien-être de la mission. Tu sais. Est-ce que l'évolution du chantier, ça a été géré par un comité du conseil ou c'était géré par l'ensemble du conseil? Ça a été un comité à part, donc on a des Par bénévoles, rapport. entre autres, là, trois gestionnaires de projets qui ont une grande expérience, là, qui ont fait un comité à part, puis toute la paperasse, puis les décisions se prenaient là, étaient validées en Là, c'est CA. Dans le fond, il y avait une proposition qui était faite, puis il y avait presque pas de discussion là, après ça. Là. parfait. Fait que c'était géré avec une Fait que expertise. le financement et la gestion de construction étaient faites en dehors du conseil d'administration parce que ça prend beaucoup de temps. Il me reste deux, trois questions, des petites réponses brèves, messieurs. ESG, consommation énergétique, impact environnementaux. Vous avez des bâtiments, vous êtes tout là-dedans dans votre cas. Là, Dave, je suis très curieux de t'entendre parce que toi, on parle de villégiature, donc impact sur la nature aussi, là. Vos pratiques en sont où par rapport à ça? Je pense que le petit bonheur a toujours été très soucieux. Naturellement, on est dans un environnement pardon, en plein milieu du bois là, avec des lacs. Fait que ça fait partie un peu du corps de la réflexion de tout ce qu'on fait au petit bonheur. Ceci étant dit, ça reste que c'est des vieux bâtiments. Fait que maintenant, à chaque fois qu'on fait une rénovation, c'est maintenant la petite cloche là, qui sonne sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement notre impact au niveau environnemental à ce niveau-là. Mais ça, encore une fois, c'est des coûts majeurs de surplus parce que quand on veut juste changer un mur, une fondation, là, après ça, quand on s'en va dans le changement énergétique, ben là, c'est des coûts qui explosent. Mais heureusement, il y a de plus en plus de subventions par rapport à ça. Fait que ça nous aide à avancer vers là. Puis au Centre Sablon, justement, cette année, on a revu tout notre système de chauffage là, et climatisation. C'est un projet qui a coûté à peu près autour de 150 000 de tout revoir ça pour une efficience énergétique. Ceci étant dit, on a été accompagné, heureusement, par notre fournisseur de services, justement, pour aller chercher des subventions d'énergie par rapport à ça. Puis, on va faire des économies de coûts substantielles dans les prochaines années. Fait que ça a été notre gros projet cette année. Nicolas, toi, l'aspect environnemental. Vraiment, c'est un élément qui est très important pour nous. J'ai fait ma liste en début de projet qui était assez longue d'éléments éco-énergétiques qu'on voulait dans le projet. On a été capable d'en réaliser, je te dirais peut-être 70% quand même, mais tu sais, juste d'avoir des choses simples, des toitures blanches pour réduction des îlots de chaleur. J'ai mis beaucoup d'emphase aussi sur l'efficacité d'isolation du bâtiment. Donc, on a été en partenariat avec Nudura. Donc, le bâtiment est fait en coffrage isolant, ce qui est assez exceptionnel dans les bâtiments institutionnels. Vous devrez regarder ça, le Nudura.
Puis on est accompagné par ILO, donc c'est un des premiers bâtiments institutionnels aussi qui, entre autres, vous avez des défis ILO à la maison, là, quand il fait très froid, il y a un préchauffage du bâtiment et ça se fait de façon automatique chez nous. Et juste, ça fait 1 an qu'on est en opération, il nous reste beaucoup d'optimisation, là, mais on a les moyennes québécoises sont à peu près 2,50 $ du coût d'énergie au pied carré. Après une première année, on était à 90 sous de notre côté. Donc, ça porte fruit quand même sur les coûts d'opération à long terme d'un bâtiment. Là, c'est majeur. Puis est-ce que le bâtiment, il y a une certification LEED d'un certain niveau ou pas du tout? J'ai pas été capable parce qu'il y a quand même un certain coût. Ceci étant dit, on est allé à saveur lead. Donc, évidemment, tout a été fait, mais sans la certification à la fin, là. C'est ça qu'on a été capable de faire de notre côté. Il nous reste 5 minutes. J'ai une dernière question pour vous. Si vous aviez un conseil à donner à des DG qui vont s'aventurer dans cette aventure de gestion de bâtiment, ça serait quoi, Patrice? Je vais commencer avec toi. Moi, ça a toujours été le même, puis ça va paraître un petit peu champ gauche, mais assurez-vous que sur le plan personnel, vous êtes en équilibre. Dans le sens que si vous êtes vous êtes en train de vous séparer, ça va pas bien à la maison, ou même à la limite à l'équipe. Dans votre équipe, il y a beaucoup de défis au niveau du climat de travail. Vous n'avez pas des bonnes relations peut-être avec votre conseil d'administration. Sur le plan personnel, ça va pas bien. C'est pas le temps de s'engager dans un projet comme ça. Moi, ça a été un 6 mois, disons, assez intense. Donc, je pouvais compter sur une équipe de travail super solide. J'avais un conseil d'administration qui m'appuyait. On était sur le plan personnel, ça allait super bien. Ma conjointe de l'époque était derrière moi, mes enfants. Tu sais, fait que j'étais vraiment absorbé par ce projet-là. Puis, évidemment, ça allait affecter mon humeur autant à la maison qu'au travail. Donc, les gens étaient conscients que j'étais très préoccupé. Donc, moi, c'est toujours ce conseil-là. Puis, embarquez-vous pas dans un projet comme ça si ça va pas bien. Dave? Moi, ça a toujours été le même conseil, de bien s'entourer. Puis des fois, on a l'impression que bien s'entourer, en fait, ça veut dire avoir quelqu'un qui connaît la matière à 100%, ce qui n'est pas du tout le cas. Puis je reviens un peu sur ce que je disais tantôt par rapport aux consultants puis aux gens qu'on a qui nous accompagnent. Nous, on ne se gênera pas, exemple, pour appeler un autre centre communautaire ou un bâtiment qui on sait qui ont fait la même rénovation que nous pour poser des questions. Puis c'est comme ça qu'on va souvent trouver notre consultant euh, qui va nous aider, nous, parce qu'on sait il y a une référence de quelqu'un qu'on connaît. Je, je mets beaucoup d'emphase sur le weak link, c'est-à-dire il faut prendre le téléphone, il faut appeler un centre X à l'extérieur, dans l'Outaouais, en Estrie, peu importe où. L'important, c'est de se faire un contact et de parler avec quelqu'un qui va se faire souvent un plaisir d'expliquer que oui, mon projet piscine, par exemple, moi, il y a eu tel enjeu. Appelle telle personne, il va pouvoir t'aider et te poser les questions que tu as besoin de savoir. Puis je fais un petit aparté parce que des fois, on se dit que consultation égale argent. Nous, on a la chance d'avoir des installations qu'on peut faire des échanges de services. Fait que nous, c'est facile, en fait, d'avoir un consultant et de dire, hey, sais-tu quoi? On va faire un échange de services. Accompagne-nous dans un projet X, puis on est en mesure de te donner une valeur, exemple, pour le camp de ton enfant au petit bonheur durant l'été, qui est d'une valeur de 1 000 $ par exemple. Fait qu'il n'y a pas d'argent qui sort de nos poches. C'est un échange de services. Tout le monde y a son compte. Puis je reviens un peu à ce que Patrice disait tantôt par rapport au CA. Ces personnes-là, c'est les personnes qui vont justement, puis c'est Nick aussi qui le disait, là, nous aussi, on a un conseil d'administration qui nous laisse vraiment aller parce qu'on a les réponses, mais on n'a pas les réponses parce qu'on les a nous-mêmes. On a les réponses parce qu'on s'accompagne de quelqu'un qui a les réponses. Et ça Mhm. sécurise énormément notre conseil d'administration, puis ça nous permet d'avancer dans des gros projets. Fait que moi, c'est le meilleur conseil. Les WIC, les weak links, pardon, puis de ne pas avoir peur de prendre le téléphone puis d'appeler pas tant des collègues, mais même des gens qu'on ne connaît pas, des DG d'ailleurs, puis de créer un réseau par soi-même. Là, là, je parle souvent de l'apprentissage par les pairs, puis je trouve qu'il y a une valeur là-dedans, puis qu'on ne le fait pas. Définitivement. Puis je suis Oui. content que tu me le ramènes dans ce contexte-là, il est vraiment essentiel. Nicolas, on termine avec toi. Ben, écoute, je suis très, très d'accord avec ce que vous avez dit. L'équilibre personnel, sortir de votre bureau, prendre le téléphone, j'ai fait vraiment beaucoup ça et ça a été très aidant pour. Une fois que c'est construit, c'est difficile des fois de changer. Donc, de prendre les bonnes décisions, c'est important. Je rajouterais peut-être le volet formation. Il y a beaucoup de formations comme aujourd'hui. Là, ceux qui sont là, c'est des petites étapes comme ça qui te font cheminer.
Puis d'avoir toujours peut-être un petit backup, là. Moi, j'avais à travers ça, si ça va mal, c'est qui que tu peux aller voir comment pour te démerder. Et on s'est fait un réseau comme ça qui, peu importe ce qui arrive, ben, ils vont être là pour te supporter à travers ces épreuves-là parce qu'il va en avoir de toutes sortes. Je pensais pas avoir des poursuites, je n'ai eu. Je pensais pas avoir du monde qui était pas satisfait, mais c'est normal dans un projet. On veut pas le voir des fois, mais ça va arriver. Puis le but, c'est d'avoir, justement, comme Dave l'a dit, il faut avoir des réponses à tout ça. Mathieu, tu poses la question, est-ce qu'il y a des formations, je ne sais pas si c'est Mathieu, c'est Mathieu. En tout cas, tu poses la question s'il y a des formations pour aider à la gestion d'infrastructures. Il y en a, mais la plupart du temps, ça va être dans des associations de propriétaires. Tu sais, il y a des associations de propriétaires commerciaux qui existent, qui offrent différents contenus par rapport à ça. Puis après ça, tu vas avoir aussi des formations qui vont arriver selon je dirais pas les corps de métier, mais l'entretien électrique. On parlait de normes ESG. Tu as beaucoup de joueurs qui vont donner de la formation aussi au niveau justement de la construction de bâtiments en ligne. Tu sais qu'on sort de l'écosystème d'OBNL pour aller vers l'écosystème immobilier pour aller chercher la formation et le contenu. Mais, messieurs, je vous remercie énormément. Je trouve que vous avez livré beaucoup de valeur aux gens qui écoutaient aujourd'hui et ceux qui vont l'écouter dans le futur. Merci pour ceux qui sont présents. J'espère vous retrouver dans un autre de nos rendez-vous. Certaines personnes que je vois là qui sont là très régulièrement. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Profitez de cette belle journée. Messieurs, encore merci et à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.